Merci, Monsieur le Président de la séance. Ce sera donc une intervention cachée, mais on verra, on verra. Je vous remercie énormément de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui parce que l'objet du le dialogue entre juges et les parties est un Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez légèrement, excusez-moi de vous couper, baisser le son énormément. de votre ordinateur? Parce qu'en fait, comme il est très fort, on a beaucoup d'écho et du coup, ça saccade votre propos. Légèrement baisser le son de votre ordinateur. Pardon, jusqu'ici, il y avait beaucoup d'écho jusqu'ici. Oui. Là, on vous entend, semble-t-il, le mieux. Bon, ok, je continue. Quand je parle du dialogue dans le contentieux administratif aux Pays-Bas, je parle du dialogue lors de la séance publique uniquement. Le dialogue entre juges, c'est bien d'autres sujets, mais très intéressant. Le contentieux administratif aux Pays-Bas. Tout d'abord, pour vous donner une idée de quoi il s'agit, un tout petit aperçu du contentieux administratif chez nous. Tout d'abord, l'administration, qu'est-ce que c'est? Dans le contentieux administratif, l'administration n'est pas quelque chose d'abstrait, mais l'administration, c'est toujours un organe administratif. L'auteur de l'acte qui est en cause, puisque dans la plupart des cas, chez nous, le contentieux administratif a pour objet une décision administrative. Et donc, dans la salle de l'audience, il y a un représentant de l'auteur de l'acte. Et ce n'est pas l'administration en tant qu'abstraction qui est là. Le juge administratif, ensuite. Il y a les juridictions de droit commun du contentieux administratif en Hollande sont les suivantes. Il y a les secteurs administratifs des tribunaux de région, que j'appellerai ici après tribunaux administratifs, mais ce sont donc des secteurs administratifs des tribunaux de la juridiction ordinaire. Un tribunal est divisé en 3 secteurs, un secteur civil, pénal et encore un secteur administratif. Et à l'intérieur du secteur administratif, il y a un sous-secteur fiscal. Mais je ne parlerai plus de la fiscalité. Ensuite, il y a la section contentieuse du Conseil d'État, que j'appellerai tout simplement le Conseil d'État comme en France. Il existe, à côté du Conseil d'État, 2 cours administratives d'appel spécialisées. C'est le Conseil d'appel central pour les domaines de la sécurité sociale et de la fonction publique et le Collège d'appel pour l'industrie et le commerce. Ça, c'est pour le domaine du droit administratif économique. Et dans quelques cas, les juridictions d'appel, tant le Conseil d'État que les cours d'appel spécialisés peuvent être juges de première instance. Ça aussi n'a rien de spécial. Là, les tribunaux administratifs fonctionnent déjà d'après les textes, dans la grande plupart des cas sous forme de juge unique. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'ils forment une chambre composée de 3 juges. Il y a dans les juridictions néerlandaises, il n'y a ni rapporteur public, ni rapporteur officiel. Les chambres collégiales décident elles-mêmes si l'un des membres de la chambre fonctionnera comme rapporteur informel, ainsi de qui des membres sera chargé de commencer l'interrogatoire et le dialogue avec les parties. Tout cela est très, très, très informel.
Le Conseil d'État, en tant que juridiction administrative, fonctionne par contre, dans la plupart des cas, en chambre collégiale. Ce sont des chambres composées de 3 conseillers. Pour les affaires simples, un seul conseiller est jugé unique, mais normalement, il y a une chambre de 3 conseillers. Toutefois, pour les affaires les plus importantes, comparables à celles qui, en France, sont confiées à l'Assemblée du contentieux, là, une grande chambre pourra être formée avec 5 conseillers et la chambre sera présidée normalement, même si les textes sont muets là-dessus, mais normalement, la chambre sera présidée par le président de la section contentieuse. Et en général, en règle générale, parmi les conseillers de la grande chambre, on comptera quelques conseillers d'État en service extraordinaire qui sont en même temps conseillers de la Cour de cassation, du Conseil d'appel central ou du Collège d'appel pour l'industrie et du commerce. C'est pour des raisons évidentes pour l'unité de la jurisprudence. D'ailleurs, ces 2 autres cours d'appel peuvent siéger en grande chambre aussi. Ce n'est que pour les affaires de la grande chambre qu'une conclusion est demandée de la part d'un conseiller d'État avocat général, qui est donc plus ou moins le rapporteur public. La conclusion du rapporteur général, de l'avocat général, sera publiée et les parties sont invitées à la commenter. En ce qui concerne les parties au procès, rien de spécial. Ça peut être le demandeur d'une décision qui n'est pas satisfait de la réponse de la part de l'administration, bien sûr, mais aussi des personnes tiers concernées par la décision ou une association ou une fondation ayant pour mission la défense de certains intérêts collectifs ou généraux. Celles-là aussi peuvent s'opposer à une décision. Notons encore que l'assistance de ou la représentation par un avocat ne sont jamais requises. C'est déjà un facteur qui exige presque une séance publique où les parties peuvent parler franchement, puisque ce n'est pas le job de tout citoyen moyen de composer de bonnes mémoires, de mémoires utiles pour son affaire. L'objet de la requête. Il y a 2 grands blocs de requêtes dans le contentieux administratif. Tout d'abord, ce sont les demandes d'annulation ou de réformation d'une décision administrative, et ensuite, il y a les demandes de réparation d'un dommage causé par l'administration. Lorsque je dis annulation ou réformation d'une décision administrative, c'est que dans la forme, il s'agit d'un recours qui vise à l'annulation, mais le plus souvent, c'est la réformation de la décision qui sera visée, et le juge administratif a tous les pouvoirs de réformer les administrations qui sont jugées illégales en partie ou même entièrement. Donc, le plus souvent, ce sera une décision administrative qui fait l'objet de la procédure. Et traditionnellement, on dit là, c'est donc un procès fait à un acte. Mais ça, c'est la langue, le jargon, c'est le jargon des juristes. Le requérant lui-même, lorsqu'on lui dit ce que tu fais là, c'est faire procès à un acte, c'est du chinois. Cela ne lui dit rien. Pour lui, il est là pour défendre ses intérêts. Et c'est pour cela très utile que pendant la séance, il a vis-à-vis de lui un représentant de l'organe administratif dont la décision
est en cause. Les décisions dont on peut demander l'annulation ou la réformation, ce sont les décisions administratives, avec exception pour les décisions qui ont leur caractère de loi au sens formel, donc réglementaire, les décisions réglementaires, mais réglementaires étant loi au sens formel, je veux dire au sens matériel, bien sûr, comme nous a enseigné Léon Duguy. Et les circulaires aussi ne peuvent faire l'objet d'une demande d'annulation ou de réformation. Avant qu'on peut, en Hollande, avant qu'on peut s'adresser au juge administratif, il y a toujours, ou presque toujours, le recours gracieux obligatoire, et ça, c'est une phase très importante. C'est seule la décision intervenue après le recours gracieux qui est susceptible d'être soumis au juge administratif. Dans cette procédure du recours gracieux, c'est bien sûr tant l'opportunité de la décision soumise à la reconsidération que sa légalité qui peuvent faire objet du débat. Si l'administration n'y est pas légalement tenue, dans beaucoup de cas, elle demande l'intervention d'une commission indépendante qui va ouïr les parties, dont les représentants de l'administration. Dans un premier temps, dans l'existence de ces commissions, elles avaient l'habitude de vouloir jouer le petit juge et de consentir finalement de rechercher seulement la légalité des décisions portées devant elles. Maintenant, elles ont compris, ou maintenant, depuis 20 ans déjà, elles ont bien compris que le rôle est beaucoup plus vaste. C'est l'opportunité aussi qu'il faut rechercher. L'audience se déroule devant la commission, puisque là aussi il y a une séance publique. Devant la commission, l'audience se déroule en principe de façon classique. Il y a les plaidoyers de la part des partis autres que l'administration. Il y a des répliques, quelques questions de la part de la commission, un dernier mot des partis, dernier mot de l'administration, et ensuite délibéré et rédaction de l'avis de la commission. Mais depuis une bonne quinzaine d'années, une réforme essentielle se dessine qui est en train de remplacer complètement cette approche un peu étroite. Maintenant, l'objectif unique n'est plus d'informer la commission afin qu'elle puisse ébaucher son avis. L'objet central de toute la procédure est de voir si le problème, si le conflit qui divise les esprits puisse être résolu. Cela commence déjà dès la réception du recours gracieux. Celui-ci n'est pas transféré aveuglement à la commission. Par contre, un agent du service concerné va appeler le requérant et va essayer de trouver une solution. Le plus souvent, cet appel est déjà conçu comme une bonne surprise par le requérant en soi, une bonne surprise en soi. Il se dira, mais voilà qu'on veut m'écouter sérieusement enfin. Il s'avère régulièrement qu'une explication plus ample et en langue courante des quoi et pourquoi de la décision suffisent pour contenter le requérant et que celui-ci retire son recours par la suite. Lorsque le conflit perdure... Depuis la séance, j'ai écouté le discours je suis arrivé pour le discours de Florent. Pardon? Ah bon, il y avait une voix du ciel là.
lorsque le conflit perdure, l'organe administratif concerné réagit au secours par écrit, le requérant peut y répondre. Lorsqu'il y a plusieurs recours ou une autre personne concernée que le ou les requérants, par exemple, il y a le recours de Madame A ou de l'association B contre le permis accordé à Monsieur C, alors chacune et chacun reçoivent copie des pièces. Lors de l'audition qui est publique, la commission joue un rôle actif. Dans un premier temps, elle cherche de bien identifier le ou les points de discorde et de les délimiter clairement. Ensuite, elle recherche, dans un dialogue intensif et informel, de trouver des options pour réconcilier les intérêts. À cette fin, elle peut, après avoir analysé l'affaire et avoir donné des suggestions, surseoir la procédure et inviter les parties à se retrouver demain ou un autre jour autour d'une table et de discuter des possibilités à trouver une issue acceptable pour toutes les parties. Si cette réunion réussit, l'administration retirera sa décision initiale et va la remplacer par une décision qui traduit l'accord trouvé. En cas de désaccord persistant, la commission donnera son avis et l'administration aura à décider sur la requête. Et bien sûr, dans l'avis de la commission, la légalité de la décision attaquée joue un rôle important, mais l'opportunité également. Cette nouvelle approche est appréciée par la plupart des requérants. Même lorsque le recours gracieux est répudié, les requérants se sentent écoutés et avoir été pris au sérieux. Aussi, un ton est donné. Maintenant, je passe à l'audience devant la juridiction administrative. En appel comme en première instance, l'instruction des recours est classique. Toutefois, les juridictions en font usage d'une façon plus intelligente qu'avant. Lorsque c'est utile, le juge chargé de l'instruction et de l'affaire pose des questions précises, demande des rapports supplémentaires, informe le requérant des éléments dont la preuve est à sa charge et lui accorde un délai pour y pourvoir. À l'audience qui va suivre, et l'audience qui a le caractère de séance d'instruction, toujours, à l'audience, deux formules se sont développées. Il y a la formule classique, les plaidoyers du ou des requérants d'une autre partie intéressée s'il y en a, donc par exemple la personne dont le permis lui accordé est contesté, interrogation et plaidoyer aussi d'ailleurs de la part de l'organe administratif en cause, interrogation par le juge ou les juges, dernier mot de toutes les parties. Ou la seconde formule, c'est la formule nouvelle approche. Avant l'audience, la formation du jugement informe les parties des questions qu'elle va poser. Lors de l'audience, ces questions seront abordées successivement. Toutes les parties sont invitées à participer au débat. À la fin, toutes les parties ont l'occasion de faire les remarques complémentaires qu'elles jugent utiles et qui, le cas échéant, peuvent engendrer une nouvelle discussion. Dans chaque hypothèse, le juge cherche, tout comme la commission au stade du recours gracieux, à trouver, dans les limites de la légalité bien sûr, de chercher une solution pour le conflit. Si devant le juge d'appel, l'objet formel de l'appel est le jugement du tribunal administratif et que cela n'est pas perdu de vue, l'objet matériel reste le conflit tel qu'il se dessine après le jugement en première instance en vue des moyens invoqués contre ce jugement, le conflit qui oppose les intérêts du ou des requérants contre le contenu de la décision. Dans ce débat,
la participation de toutes les parties est essentielle. Lorsqu'une partie, que ce soit un particulier ou l'administration, lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou un autre conseiller juridique, il est tout à fait normal que le juge, s'il le trouve utile, invite la partie en personne ou l'agent de l'administration qui est présent de se mêler dans la discussion et de ne pas donc se contenter des propos de la part de l'avocat ou de l'autre conseiller. C'est aussi parce que des fois, on se trouve en présence d'un avocat ou autre conseiller qui n'a qu'une fixation, obtenir gain de cause à sa manière, tout en oubliant parfois les intérêts réels de son client. Au Conseil d'État, c'est la règle, mais une règle non écrite, c'est la règle que chacun des membres de la formation informe ses collègues de ses opinions provisoires avant l'audience. Il s'agit vraiment d'opinions provisoires, non seulement parce que c'est l'ensemble des membres de la formation qui vont arriver à une décision, mais aussi parce qu'ils savent qu'en pratique comme en théorie, le dialogue lors de l'audience peut jeter un jour tout nouveau sur l'affaire. Ce dialogue demande donc logiquement une place centrale dans la procédure. Les recours en cassation. Je viens de dire que les juridictions administratives supérieures chez nous sont des juges d'appel. Le recours en cassation existe uniquement, je laisse de côté le civil et le pénal, mais ça existe uniquement dans le domaine des impôts. Là, le juge de première instance est la chambre fiscale du secteur administratif dit tribunal administratif. Le recours en appel est possible à la chambre fiscale de la cour judiciaire d'appel et pourvoi en cassation ensuite à la chambre fiscale de la cour de cassation. Dans toutes les trois chambres de la cour de cassation, les audiences sont essentiellement écrites. Il peut y avoir des auditions, mais c'est très rare que ça se produise. D'ailleurs, j'ajoute qu'au niveau de la Cour de cassation, le plus souvent, il y a une conclusion d'un procureur général. Pour les recours en cassation devant le Conseil d'État français, un débat oral me semble aussi d'utilité limitée. Les seules questions sur la table étant finalement des questions de droit. Et celles-là, en général, se discutent mieux par écrit que par voie orale. Pour les cas où le Conseil d'État est juge de première instance ou juge d'appel, par contre, l'importance d'un débat franc et ouvert entre les parties et entre ceux-ci d'un côté et la formation de jugement de l'autre me semble comparable à l'importance de ce débat devant des juridictions intérieures, puisque là, les juges ont devant eux ce qui est derrière la requête, c'est ce sont les intérêts en cause, les intérêts des requérants d'une part, les intérêts que doit défendre l'administration d'autre part. Les référés. Les demandes aux juges des référés concernent avant tout des mesures pragmatiques provisoires. La situation et les intérêts en cause, et encore l'évidence au nom de la légalité ou de l'illégalité de la décision en cause, quand la demande est relative à une décision administrative, voilà les éléments dont dépendra l'ordonnance du juge. Dès lors, il est vital que ce juge soit informé le mieux possible et qu'il puisse en discuter avec les parties. Aussi, une procédure de référé sans audition du parti est-elle presque impensable pour moi. Dans les cas ultra urgents seulement, où une intervention immédiate s'impose,
le juge de référé peut imposer une mesure provisoire sans tarder et sans audition. Normalement, l'audition aura lieu ensuite dans les meilleurs délais pour voir ce que la situation exige en vue des informations collectées ainsi. J'ajoute que parfois, dans ma propre expérience en tout cas, l'audition de la procédure de référé peut avoir une fonction supplémentaire. C'est de voir avec les parties en cause ce qui pourra être fait d'un côté ou d'un autre en termes de remise d'informations supplémentaires, recherche de certains issues ou de compromis, ce qui peut être fait pour faire en sorte que le jugement du juge de fond puisse être le plus utile possible et que ce jugement puisse aboutir à une conclusion convaincante. Pour conclure, ce qui précède est essentiellement fondé sur presque 20 ans d'expérience comme juge administratif en tant que conseiller d'État, en première instance, en appel et comme juge des référés. Et une période comparable, c'est-à-dire en ce qui concerne le nombre d'années, une période comparable comme membre ou président de quelques commissions indépendantes pour les recours gracieux avant et après ma période au Conseil d'État. Ces expériences m'ont convaincu de l'importance d'un dialogue entre tous les participants à l'audience. Les requérants, les représentants de l'organe administratif et ou les juges, un dialogue franc, bien régi par le président de la séance, bien sûr. Un dialogue aussi où le juge incite toutes les parties à avoir l'esprit ouvert et où l'on, administratif et juge compris, n'hésite pas à penser de façon créative. Là où il y a une marge de discrétion pour l'administration que le juge est tenu de respecter, le dialogue sert aussi à faire en sorte que l'administration finisse par y adopter la solution qui crée le bilan optimal des intérêts en cause. Solution que le juge pourra ensuite imposer dans sa décision sans violation de son devoir de réserve vis-à-vis de la discrétion de l'administration. Bien sûr, il y a des cas où l'on n'arrive pas à cette phase parce que le recours est irrecevable, est manifestement fondé, manifestement non fondé, ou lorsque les règles applicables ne laissent aucun doute en ce qui concerne le résultat de leur application au cas présent. Et ces cas-là, ce sont des cas assez rares après tout. Contentieux veut dire litige. Contentieux veut dire collision d'intérêts. Tout doit être fait pour mettre fin au litige en toute légalité et en toute légitimité. Je vous remercie. Un grand merci, Monsieur le Président, pour cet exposé.